C'est assez improbable, toutes ces vaches fluo dans Paris. C'est improbable, oui, en même temps c'est joli, ça amène de la couleur. C'est la campagne à Paris presque. Elles vont, toutes ces vaches. Campagne sous LSD. Voilà, c'est ça, la campagne sous LSD. Voilà. Un petit son de batterie pour accompagner la marche Petit de son la de vache. batterie, oui, il faudrait trouver ça dans les tintements de la clochette qui est attachée à la vache. C'est un édifice qui a été construit en 1937. Il faudra attendre 1961 pour que le musée d'art moderne de la ville de Paris ouvre ses portes. Et le musée d'art moderne, eh bien, il est là, il fait partie de cet ensemble beaucoup plus vaste qu'on appelle le Palais de Tokyo. Palais de Tokyo, oui. On a une belle vue évidemment sur la tour Eiffel, là, à travers les colonnes. En plus, on a la chance, on a un peu de soleil. Mais il y a mieux comme panorama quand même, hein, pour avoir la mer, on pourrait avoir la montagne, on pourrait avoir plein de choses. En même temps, on est à Paris, hein. En même temps, on est à Paris, donc pour Paris, c'est pas mal. Ici, tout est entièrement dédié à la création contemporaine. Il y a la collection permanente. Vous savez combien de comptes d'œuvres? Non, Plus de 8000. c'est pas mal, hein. Et en ce moment, il y a une expo temporaire. Il immortalisait les vaches, les fleurs indifféremment, les soupes Campbell, Aussi, Marilyn Monroe, voilà. Jackie Kennedy. Moi, je pense qu'ils vont trouver. Hein. Bah ouais, ils l'ont trouvé. Bonjour Manu Katché. Bonjour. Bienvenue dans votre Paris des Arts. Vous êtes un des batteurs les plus doués de votre génération, des albums, de la scène, des tournées aussi avec des grands noms de la musique, Sting, Peter Gabriel, de la télévision. On va bien sûr revenir sur votre carrière que vous menez tambour battant. Parfait. Mais avant, on va s'immerger dans l'univers du roi du pop art, Andy Warhol. Avec Bon, bah, je crois plaisir. qu'il faut suivre les vaches. Allons-y. Et le musée d'art moderne parvient à nous surprendre avec des séries inédites du pape du pop art. Parmi elles, les Shadows, ces ombres exposées en Europe pour la première fois. La scénographie de cette exposition nous plonge dans le monde fantastique et sans limite d'Andy Warhol, avec la projection de ses films expérimentaux, ou encore avec cette salle dédiée au Velvet Underground, le groupe de rock qu'il a produit. L'idée, c'est de remontrer Warhol comme c'était montré à l'époque, c'est-à-dire de manière répétitive, et la manière dont en fait, il absorbait tout ce qui était autour de lui, l'espace, le temps, même tous les domaines, le cinéma, la peinture, la musique. Cette idée aussi de l'immédiateté, de la transmission, du flux permanent et de cette idée de célébrité de tout un chacun. Oui, c'est vrai que quand en 68, il disait « chacun à l'avenir aura son quart d'heure de célébrité », il était quand même très visionnaire. C'est incroyable. Mais ce qu'il expliquait une fois, pourquoi cette répétition systématique, c'est un systématisme. Voilà, il dit mais c'est quelque chose de rassurant en fait. Hein. Et puis c'est aussi la société de consommation des années 60, c'est le premier supermarché, il y a des rayonnages, tout le monde a la même voiture, la même boîte de soupe Campbell. Est-ce qu'il y avait un message politique dans cette série sur les chaises électriques? Alors, Warhol en fait commente pas trop ses œuvres. Il dit voilà, je montre. Après chacun fait ce qu'il veut. Une proposition. Ouais. Voilà, il prend une sorte de distance assez dandy. Il dit mais finalement les gens achètent des chaises électriques parce que la couleur correspond à leur rideau quoi. Et puis c'est ce jeu entre qu'est-ce que c'est qu'une œuvre d'art, est-ce que c'est forcément un objet? Et on arrive là-dedans, on est surtout pris par les couleurs quoi. C'est ce rose fluo psychédélique et ce jaune et du coup on oublie presque le sujet. Mais c'est vrai que Warhol, il n'explique pas son art, il n'explique pas son œuvre. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit certaines expositions où tout est expliqué, on met un casque pour avoir toute l'explication profonde de l'artiste, alors qu'on voit juste un petit tas de terre, il me semble qu'on n'a plus liberté de penser d'une certaine manière. Ah, c'est pas mal de les faire tenir comme ça. C'est une sculpture, voilà. Il dit je vais arrêter l'arme et je vais sortir par la fenêtre. Et donc il a fait des ballons et tout le monde jouait avec, ce qui était là encore incroyable. C'est quoi ça? C'est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça?
En fait, c'est 2 ombres projetées. Et un galeriste lui dit, écoute, fais une exposition chez moi. Et donc Warhol, qui a commencé contre l'art abstrait, s'est dit, mais quand même, ça le travaille. Et donc il décide de faire cette œuvre qui est à la fois figurative, parce que c'est quand même une ombre réelle, mais abstraite. On ne sait pas trop ce que c'est. D'ailleurs, c'est un des intérêts de cette œuvre, c'est que chacun y voit des choses différentes. Et d'ailleurs, je serais curieux de savoir ce que vous y voyez. Peut-être qu'il faudrait marcher très vite. Ah, ça fait comme un film, en Et fait. là, c'est comme une pellicule de film. On va débuter par la nouveauté. Vous sortez un album qui s'appelle Unstatic. En quoi est-ce qu'il est différent des 4 précédents? Musicalement, je me suis dirigé vers quelque chose d'un petit peu plus soul. Ça reste jazz, bien entendu, c'est jazz instrumental. Il y a un titre qui est un petit peu chanté avec des la mais il n'y a pas un texte chanson. Mais la différence, je pense qu'elle est dans les compositions, en tout cas dans l'envie d'aller vers quelque chose d'un petit peu plus 70s. Au départ, vous avez une formation classique. Tout petit, vous avez commencé par le piano. Vous avez enchaîné par le conservatoire de musique à Paris. Vous auriez pu être percussionniste dans un orchestre symphonique. Finalement, pas du tout. Pas du tout. Dites-nous comment tout a commencé. J'ai commencé à faire des remplacements dans des orchestres symphoniques et autres. Ça me plaisait beaucoup, la musique classique m'enchantait. Et à un moment, j'étais au conservatoire de Paris et il y avait vraiment un côté académique assez formaté qui me gênait. Et alors parallèlement, j'avais une batterie dans ma cave, je m'essayais avec les disques, je mettais le casque, je m'essayais, etc. sur plein de musiques, principalement de jazz et tous les trucs de Stevie, de Marvin Gaye et autres. Et là, je me suis dit, j'aime bien ça. Ça me plaît bien, j'ai l'impression que je peux aller ailleurs, je peux oser des choses, je peux improviser, ce qui n'était pas le cas dans la musique classique. Et j'ai commencé donc à faire de la batterie et puis un petit peu à me vendre comme batteur en disant « ouais, moi je suis batteur », alors que ce n'était pas franchement le cas. Et puis j'ai fait des jolies rencontres. La première, c'était Jonas. Je suis resté avec lui pendant 6 ans, bien entendu. Comme ça fonctionnait bien, les autres artistes en entendaient parler, donc avaient envie de nous avoir aussi. Donc j'ai commencé à faire beaucoup de séances de studio pour pas mal d'artistes différents, dont Souchon, Woolsey, Goldman, Sanson, etc. Vous avez joué sur toutes les scènes internationales avec les plus grands noms de la musique, Peter Gabriel, Sting, Dire Straits, Simple Minds, pour ne citer que. Vous avez vraiment explosé quand Peter Gabriel vous a demandé de tenir les baguettes pour son album So. Quel souvenir vous gardez de cette expérience? Juste pour l'anecdote, je pars au sport d'hiver avec mes copains qui jouaient avec Michel, le pianiste et le guitariste, et je reçois un coup de fil dans ma chambre. Et en anglais, quelqu'un me dit « Voilà, je suis Peter Gabriel, est-ce que c'est bien Manu Katché ?» Et je pense que c'est un de mes potes qui me fait une farce. Une bague. Donc bon, je dis bon, c'est bon, je prends ma douche, j'arrive, on se voit au dîner. Je repars dans la douche, le téléphone ressonne, comme ça 3-4 fois de suite. Et la 4e fois, c'est vrai que je fais attention à l'écoute et j'entends que l'accent est juste... c'est parfait, quoi. C'est pas mon copain qui me fait une blague. Donc je me dis, bon, c'est assez étonnant. Je dis oui, c'est moi. J'aimerais bien qu'on se voit, je fais un album. Est-ce que vous seriez disponible à telle époque? Je dis, ouais, pas de problème. Donc voilà, les choses se sont faites comme ça. J'ai rencontré Peter Gabriel en 86. Je suis allé en Angleterre. On a commencé à travailler. Le premier titre, je me souviendrai tout le temps, qu'on a enregistré ensemble, c'est Don't Give Up avec Kate Bush. Et c'est parti. Et à partir de là, à partir de 86 jusqu'à aujourd'hui, j'ai travaillé beaucoup de l'autre côté de la Manche et de l'Atlantique. Au fil des années, vous vous êtes aussi imposé comme compositeur. C'est un travail qui est plus solitaire. Comment naissent vos albums? Alors, j'ai toujours écrit de la musique puisque mon premier instrument, c'est le piano. Je pense que avec ces gens-là, tous les artistes avec lesquels j'ai travaillé, je faisais un peu mes classes. Et puis à un moment, je me suis dit, voilà, si je veux aller plus loin, je pense qu'il faut que j'ose montrer ce que j'écris, que ça plaise ou pas, et puis que je prenne un petit peu les rênes. Je me suis fait confiance, ça a fonctionné. Donc je me suis autorisé à aller un petit peu plus loin dans l'écriture, dans la composition. Et je pense que ça fait une dizaine d'années maintenant, et je pense que j'ai réussi à évoluer assez positivement. On dit souvent qu'il y a un son Manu Katché, disons quelque chose d'un peu plus mélodique. Ça tient à quoi ce coup de baguette particulier? Ce que vous avez dit au départ, j'ai vraiment reçu une éducation musicale extrêmement classique. Donc tout ce qui va être mélodique, aussi bien chanté que joué, va vraiment m'interpeller.
et va vraiment m'embarquer. Donc c'est vrai que je crois qu'ensuite il y a eu une application au niveau de la batterie, au niveau de mon jeu de batterie venant des percussions classiques, où j'ai adapté les rudiments, tout ce que j'avais appris sur la batterie. Donc j'ai pas un jeu, on va dire, de gros costaud qui fait le groove et qui n'en déroge pas. Je peux évidemment groover, bien entendu, parce que j'adore ça. Mais au-delà de ça, toutes les reprises et toutes les inflexions et toutes les petites cymbales que j'utilise donnent effectivement, je ne sais pas si c'est le son, c'est ce qu'on dit, mais en tout cas cette personnalité sur la batterie, certes. Vous avez à plusieurs reprises été salué comme musicien, comme compositeur de talent, notamment avec 3 victoires de la musique. Vous êtes connu évidemment des mélomanes. Vous êtes connu aussi du grand public, notamment parce que vous avez animé des émissions de télé, donc sur Arte, One Shot Note. Et puis 4 ans, juré à la Nouvelle Star sur M6. On ne vous attendait pas forcément là. Non, personne ne m'attendait là. Non. Qu'est-ce qui vous a motivé? On s'est bien marré. Honnêtement... Vous étiez le méchant. Hein. Bah, on m'a mis dans ce rôle-là. Voilà. On n'a pas entendu Manu Katché. Je suis pas encore parti. Je suis musicien, tout le monde le sait. J'aime la musique, je suis pointu, je suis radical. Quand on m'a proposé cette émission, on m'a dit voilà, tu vas écouter des jeunes gens chanter. Certains chantent bien, certains chantent moins bien. Et on voudrait avoir ton avis, c'est mis en scène, blablabla. Ça me plaisait bien parce que je trouve qu'il y avait une corrélation avec ce que je faisais jusqu'à présent, où je pouvais apporter mon expérience et donner un avis qui était le mien, évidemment, mais un avis peut-être pour les aider et gagner du temps. Et il y en a certains qui réussissent, qui sont installés, qui ont une carrière. Alors, c'est pas Johnny Hallyday, mais ils en vivent. Donc, je trouve ça génial, ils vivent de leur art. Déjà bien. Donc, je suis assez fier de ça, d'avoir réussi à leur donner envie. Après, il y en a que j'ai sabré, mais qui ne nécessitaient pas Vous n'aurez pas fait carrière. Voilà, mais moi, je crois pas, non. C'est un homme qui a percé, un amoureux de jazz comme lui que Manu a voulu nous présenter. Hugh Coltman. Concert très privé au New Morning. Hugh interprète un titre de son dernier album hommage à Nat King Cole. You, votre dernier album, il s'intitule Shadows. Vous reprenez des chansons de Nat King Cole. C'est un double hommage. J'avais jamais chanté du jazz avant. J'avais beaucoup écouté, mais j'ai jamais eu l'occasion de le faire. J'ai vraiment pris plaisir de cette ouverture, cette liberté, liberté d'expression qui existe dans cette musique-là. Et puis après, quand ma mère a écouté beaucoup de Nat King Cole, je me suis dit, tiens, et si je faisais des chansons de Nat King Cole? Et je trouvais c'est assez intéressant le fait qu'un musicien de cette époque-là, un musicien noir, qui devait faire face à des gros problèmes de ségrégation, de racisme, de devoir des fois rentrer dans les salles de concert, salle comble, mais devoir rentrer par l'entrée des services, qu'il n'en parlait jamais de ces choses-là. Donc du coup, je voulais essayer de faire ces chansons qu'on connaît avec un peu plus de guts, un peu de malaise, quoi. Unforgettable, though near or far. Vos 2 précédents albums étaient pop. Vous avez exploré le blues avec votre groupe, The Hawks. Est-ce que le jazz, c'est un virage? Non. Pour moi, il y a juste de bonne et de mauvaise musique. Moi, je ne peux pas chanter quelque chose que je ne ressens pas. Dès que je ressens quelque chose, je peux le chanter. J'ai strictement rien à branler si c'est du jazz, du rock, du hard. Bon, pas du hard, mais bon. En fait, il faut juste que je ressens les choses. Qu'est-ce qui vous touche, vous, chez You? Et sa façon peut-être d'interpréter? C'est justement ça dont je voulais parler, parce que c'est assez intéressant. La manière dont il chante, c'est que, comme on l'a entendu, il peut nous envoyer une ballade jazzy avec beaucoup d'émotion, mais je pense que tout est sous-tendu de son parcours folk blues. Et c'est ça qui est intéressant. Moi, j'aime bien ce mélange-là, parce que c'est un apport différent et particulier. C'est un petit peu, on en parlait, comme moi, je fais du jazz, mais je ne suis pas un jazzman. Je viens de la pop et je viens du rock. They say he wandered very far, very far. À quelques
quelques pas du New Morning, une impasse, celle des petites écuries. Un endroit idéal pour notre questionnaire du Paris des Arts. À Paris, parce que c'est une ville magnifique, évidemment romantique, mais avec une architecture extrêmement jolie, extrêmement diversifiée selon les quartiers, et puis un côté assez paisible finalement. Un restaurant qui s'appelle Éclectique, qui est dans le 15e, à côté de Beaugrenelle. Déjà, ce sont des amis, et puis encore une fois, une cuisine assez diversifiée, simple. Le style et la déco, j'aime beaucoup, à découvrir. Ma femme, avec Peter Gabriel, à la présentation, c'était la première année, c'était en 88 ou 89, je tournais avec lui, première grosse tournée. On passe par Paris, c'est Bercy, il y a beaucoup de monde, et il me présente en tout dernier, genre vous l'avez pas reconnu, mais c'est lui, et là il y a une espèce d'ovation incroyable, et c'est vrai que c'est un très intense. Qu'est-ce qui manque à Paris? Il manque beaucoup de musique, c'est-à-dire des clubs, des endroits, des petits bars, des petits lounges où les gens pourraient, je pense, faire un petit peu de musique, mais pas forcément en groupe, juste un guitariste avec un chanteur, un pianiste. Il peut être chiant, hein? De même, mais joli. C'est Paris, interprété par Joséphine Baker. Paris, c'est sur la terre un coin de paradis. Unique. Merci Manu Katché. Merci à vous. Vous pouvez bien sûr retrouver l'émission consacrée à Manu Katché sur notre site internet france24.com. Et puis vous le savez maintenant, le Paris des Arts se poursuit aussi sur les réseaux sociaux. À très vite. Tu veux pas venir faire un beatbox? Thomas, il fait le rythme, il fait tout en même temps. Il est à tomber cette photo.